C'est un poste épuisant. Hein. 79 ans, l'âge du capitaine, si on regarde, je sais pas, 79 ans, je ne suis pas sûr que on est... Enfin, c'est possible. Mais à 79 ans, ce poste-là est un peu un poste épuisant où il faut être disponible tout le temps pour gérer des crises. De ce point de vue, Raila Odinga n'est peut-être pas le meilleur candidat. Mais le Djiboutien, non seulement il connaît les arcanes, il a fait 20 ans de diplomatie à la tête de son pays, après avoir été ambassadeur plusieurs fois. Il est francophone, il est arabophone à la fois, il connaît. Donc il a beaucoup d'atouts. Je pense qu'Ali Youssouf serait pour moi un meilleur candidat que Raila Odinga. En plus, il y a le conflit en RDC. Le Kenya a quand même pris plus ou moins parti. Donc, ça va être difficile. La RDC ne votera pas pour le Kenya. Hein. On sait déjà où ira la voix du Congo. Donc, voilà. Bonsoir, c'est une semaine décisive pour l'Union africaine qui s'apprête à élire le nouveau président de sa commission. 3 candidats sont en lice, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, le Malgache Richard Randriamandrado, je suis arrivé, et le Kenyan Raila Odinga. Pour en parler, je reçois Leslie Varenne, cofondatrice et directrice de l'Iveris. Bonsoir. Bonsoir. Sidi Kaba, journaliste et président du CIRES. Bonsoir. Bonsoir Sidik. Et Chambel Guimera, directeur de la publication de La Voix du Mali. Bonjour. Avant de se projeter sur ces élections, j'aimerais qu'on analyse ensemble cette organisation qui est souvent décriée par les Africains. Que vaut encore, Leslie, l'Union africaine dans ce nouveau monde qui se dessine devant nous? C'est une grande question et je passe en premier pour essayer de faire un constat. Bon, pour l'instant, on peut dire que l'Union africaine est un peu dans le coma et qu'elle a atteint vraiment le stade de l'indifférence. Je crois que l'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver à une organisation. C'est-à-dire que même, vous voyez, cette campagne, elle a intéressé les observateurs, les spécialistes, etc. Mais personne n'en parle en Afrique. Personne ne regarde cette campagne. L'Union africaine, avant, elle pouvait être contestée, elle pouvait être moquée, mais maintenant, plus personne n'en parle. Plus personne n'est intéressé à cette institution. Donc là, vraiment, les défis, on va en parler, mais les défis de l'Union africaine sont énormes aujourd'hui. Merci Leslie. C'est dit qu'une organisation dans le coma, comme dit Leslie. Oui, elle a beaucoup de difficultés, certes, mais il faut rappeler que l'Union africaine est héritière de l'Organisation de l'Unité africaine, qui a été créée le 24 mai 1963, dans un contexte où l'Afrique, pour certains pays, venait d'accéder à l'indépendance et avait besoin d'unité. Donc, un des objectifs, c'était, en 1963, de faire l'unité du continent africain et de participer à la libération des pays qui étaient encore sous le joug du colonialisme. Ensuite, il y a eu la dimension libérer l'Afrique du Sud particulièrement de l'apartheid, du régime de l'apartheid. L'Union africaine a fonctionné ainsi jusqu'à l'Organisation de l'Unité africaine jusqu'à ce qu'on invente l'Union africaine qui devait améliorer l'Organisation de l'Unité africaine, qui devait avoir une meilleure efficacité. Il est clair qu'aujourd'hui, dans son fonctionnement, l'Union africaine présente beaucoup d'insuffisances, mais ce n'est pas une organisation inutile. Pour moi, elle reste quand même, malgré ses défauts, pour avoir commis des sommets, j'en connais beaucoup, pour avoir couvert ces sommets à Addis Abeba, mais ça reste une organisation dont on a encore besoin pour un certain nombre d'objectifs, au moins pour pouvoir porter de temps en temps la voix du continent, faire en sorte que, au lieu qu'on ait le ministre chinois des Affaires étrangères en face de 54 ministres, qu'on puisse avoir, comme on a pu le voir, une voix africaine, par exemple, l'Union africaine est aujourd'hui membre de droit du G20. C'est une avancée, je pense, dans l'évolution de cette institution. Jamel, le monde devra compter tôt ou tard sur l'Union africaine. Oui, Sidik le rappelait, après l'historique, la phase de transition de la mise en place de l'UIA qui devait continuer ce processus-là, je crois que
Sur le plan institutionnel, il y a eu des tentatives, mais reste le bas blesse, là où le bas blesse, c'est le plan économique. L'Afrique ne finance pas sa politique. Et à rectifier ce tir-là, en tout cas, c'est une voie avec laquelle il faut compter, avec ces insuffisances qui sont à corriger, évidemment. Et donc, pour que l'Afrique puisse avoir cette voie-là, qui puisse porter au-delà de ses frontières pour avoir pesé sur les relations internationales, parce que c'est un continent quand même de plus d'1 milliard d'habitants, on ne peut pas négliger ça. Parlant de... Sidiki évoquait tout à l'heure l'intégration de l'Afrique au sein du G20. Est-ce qu'en dépit de ce fait, l'Afrique a réussi à se trouver une place sur la scène internationale? Elle essaye. On voit bien que, par exemple, on parle de l'Afrique au Conseil de sécurité, par exemple, de 2 sièges pour le continent au Conseil de sécurité. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver une unité, mais ça, c'est un peu normal. Vous voyez bien qu'à 27 pays en Europe, on n'arrive pas à trouver l'unité. Donc, pour l'Union africaine, avec 55 pays, c'est très difficile. Donc, comment arriver à parler d'une seule voix, ça, c'est la grande difficulté de l'Union africaine aujourd'hui, avec des pays qui ont des intérêts divergents, des économies divergentes, des géographies divergentes. Donc, trouver cette unité-là, c'est le grand défi. On voit bien que l'Union africaine, sur tous les conflits, et même on vient de le voir sur le conflit en RDC, on le voit sur le conflit au Soudan, on l'a vu pendant des années sur le conflit au Sahel, l'Union africaine a été absente. On va essayer de parler maintenant de Moussa Faki, qui rendra le tablier à la fin de ce mois, l'actuel président de la Commission de l'Union africaine. Sidi, qu'est-ce qu'il a réussi sa mission? Non, il faut rappeler un peu les circonstances. Moussa Faki a été élu en janvier 2017 à l'occasion, et c'était son élection coïncidait avec le retour du Maroc. C'était le retour officiel du Maroc. Le roi était venu à Addis Abeba à ce sommet. Et Moussa Faki a été élu dans ces circonstances avec le soutien de son pays, naturellement, le Tchad, qui avait une sorte de légitimité diplomatique puisque on sortait de l'engagement du Tchad au Sahel dans la lutte contre le terrorisme, un peu dans la sous-région, dans le bassin du lac Tchad aussi. Donc ça a joué beaucoup dans son élection. Je ne suis pas sûr, moi, personnellement, qu'il était le meilleur candidat intrinsèquement. Mais la diplomatie tchadienne a fait, avec le soutien d'autres pays, il a été élu. Mais au-delà du mandat de Moussa Faki, je pense, a fait ce qu'il a pu. Il a sans doute manqué de leadership de temps en temps, parce qu'une organisation comme l'Union africaine, je suis à côté de mon ami Tchembel Gimbayara, quand Alpha Omar Konaré a été président de l'Union africaine, il avait impulsé un leadership, sa voix portée, lui-même ancien président. Et puis après, il y a eu ceux qui sont venus après, ils n'ont pas atteint le même niveau de leadership. L'Union africaine n'a pas eu la voix, n'a pas eu l'efficacité. Et Moussa Faki, malheureusement, n'a pas pu influencer les cours d'un certain nombre de choses. Les guerres, par exemple, que ce soit au Soudan, au Sahel, en RDC. Et là, vous avez suivi l'incident qui vient de se produire. Oui, qui a été exclu parce que les gens ont estimé que l'Union africaine avait une posture ambiguë, qu'on ne savait pas ce qu'elle voulait, elle ne voulait pas désigner les vrais, belligérants. Donc tout ça, je pense, n'a pas servi le mandat de Moussa Faki. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, je ne suis pas sûr que ce soit un bilan flamboyant. Il a fait ce qu'il a pu peut-être, mais ce qu'il a pu n'a pas été flamboyant. Samuel. Un bilan à mi-teinte. Certes, c'était un ministre des Affaires étrangères qui était attendu sur cette scène. Et il ne faut pas oublier que la gestion de la commission, c'est le binôme quand même qui marche avec la présidence de la conférence des chefs d'État. Généralement, quand c'est dit que le rappel est fort heureusement, quand c'était un ancien chef d'État qui connaît ses collègues, il a une voix qui porte, c'est le cas de Alpha Omar Konaré. En son temps, pas que, Jean Ping aussi a fait de son mieux. Mais il faut le rappeler, parce qu'il a été, un président de la commission très important, Jean Ping. Tout à fait, tout à fait. Je le rappelais d'ailleurs, je le disais, parce qu'il a été aussi Premier ministre. Donc, mais pas que. Mais en réalité, c'est peut-être l'impulsion, la personnalité aussi qui compte. Et puis, les contextes. Parce que l'Afrique est dans un monde où, pour qu'elle puisse parler d'une même voix, pour qu'elle puisse peser, il faut qu'elle soit unie. Il faut qu'elle soit unie et que les chefs d'État soutiennent. Peut-être les États ne sont pas les mêmes, mais Faki a fait de son mieux pour porter la voix de l'Afrique, mais elle n'était pas audible autant que par les prédécesseurs. Mais la situation internationale aussi y va de cela. Mais je crois qu'il faut repenser tout cela et comment rendre cette voix-là plus audible, d'abord sur le continent, sur certains sujets. Donc,
il est intolérable qu'un président de la Commission soit exclu d'un débat ou que l'Afrique ne prenne pas position par rapport à un conflit. Pour manager les choux et les carottes, c'est difficile politiquement et diplomatiquement pour ne pas léser une des deux parties. Il va falloir trancher très souvent, trancher quand la vérité. Ça n'empêche pas l'unité, mais c'est difficile avec les politiques en tout cas de prendre ça. Et Leslie, quand on voit le président de la Commission de l'Union africaine exclu d'un sommet qui traite d'un sujet important, notamment du conflit à l'est de la RDC, c'est un revers à la fois pour lui-même en tant que représentant légal de l'institution, mais aussi pour l'Union africaine. Oui, c'est un revers pour lui-même, c'est un revers pour l'institution, mais je pense qu'il y avait de forts soupçons de proximité entre Moussa Faki et Kagame. Donc je pense que c'est ça qui a joué à ce moment-là, puisque c'était un enjeu très important pour la RDC. Je pense que c'est ça qui a joué. C'est toujours la difficulté pour un président de la Commission d'avoir des amis dans la région. Voilà. Mais je pense que, je ne sais pas, je n'étais pas dans les coulisses, mais je pense que c'est ça qui a joué, oui. Mais si on veut faire un peu de pédagogie, hein, concrètement, c'est quoi le rôle d'un président de la Commission de l'Union africaine? Non, le président de la Commission assure la coordination de la Commission, puisqu'il y a le président, il y a un vice-président depuis la réforme et il y a les commissaires. Il y a plusieurs commissaires et chaque commissaire est à la tête d'un département. Le plus important étant un peu le commissaire chargé des affaires politiques et de la sécurité, qui est un Nigérian, l'ambassadeur Bankole. Il y a donc le président assure la coordination des activités de la Commission, la représentation aussi permanente de l'Union africaine. Il y a le président en exercice qui est maintenant la présidence en exercice qui est tournante, chaque région géographique sur les 5. La prochaine réunion, c'est l'Afrique australe, et c'est l'Angola qui va avoir le poste. Donc il y a cette dimension. Le président est en liaison avec, comme il a été rappelé, avec le président en exercice, mais c'est lui qui, au quotidien, assure le fonctionnement de la Commission, assure la représentation de la Commission, et puis rencontre chaque année, quand il y a le sommet, le président présente le bilan des activités de la Commission et il fait des suggestions, mais c'est un haut fonctionnaire en réalité. Il n'a pas beaucoup de pouvoir de décision. Beaucoup de choses sont dictées par le sommet des chefs d'État, sa marge est très étroite. Et donc on parle aussi d'absence de leadership, c'est peut-être aussi l'absence de volonté politique de la part des chefs d'État africains. Je crois qu'il a laissé un courrier assez fort quand même, hein, qui a été publié par nos confrères de Jeune Afrique, où il appelle vraiment à se ressaisir et à prendre un peu... L'absence de leadership, ça peut se sentir certainement dans la gestion, mais il est responsable devant la conférence des chefs d'État. Il engage aussi l'économie, les maigres ressources. D'agir aussi. Les maigres ressources de l'organisation, elles sont moindres. Elle est dépendante de l'Union européenne, d'autres bailleurs qui la financent de par le monde. Et donc ça rend cette organisation encore plus vulnérable. Quand on n'a pas la politique de ces moyens, on reste tributaire de ceux qui dictent ces moyens-là pour suivre le doigt et à l'œil, même si ce n'est pas à cela. Mais en tout cas, une autre dimension en tout cas est à revoir dans cela, c'est la sectorisation des rapports de force, que les États africains se retrouvent devant un pays comme la Chine, chaque fois sommet France-Chine, sommet France-Afrique, Afrique. Ça c'est une pédagogie. Je crois que c'est des démarches qui rendent à baisser le niveau et à perdre ce leadership que l'Afrique a. Il faut reconsidérer ces visions-là, et ça, l'institutionnel doit y penser. L'Afrique ne doit pas se mettre entièrement devant une puissance, quelle qu'elle soit. Elle doit parler à égal. Pour parler à égal, il faut savoir s'unir, se donner des directives, et pour pouvoir élever la tête et parler au continent, à l'Europe. L'Afrique peut parler à l'Europe, mais l'Afrique ne doit pas se mettre devant la France, devant les États-Unis ou devant la Chine à elle seule. Ça, c'est une pédagogie quand même qu'il faut revoir. Non, il y a un point qu'il a soulevé, qui me semble important dans le fonctionnement et dans l'efficacité, c'est la question du financement. D'abord, symboliquement, le siège a été offert par la Chine. Ensuite, si vous prenez le programme de l'Union africaine, la plupart des programmes, y compris les missions de paix, sont pour la plupart financés par l'Union européenne ou par d'autres partenaires en tout cas. 90% des financements des programmes proviennent des partenaires extérieurs. Or, si quelqu'un vous finance, le principe c'est qui paye commande. Si quelqu'un vous finance, c'est que vous vous mettez dans la posture où il peut vous dicter sa volonté.
Donc si l'Union africaine veut commencer par régler les choses, certaines choses, il faut qu'elle voie la question de financement. Vous savez, l'Union africaine fonctionne sur la base des contributions qui sont définies selon la capacité des États. Les plus gros contributeurs sont, de mémoire, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, la Libye en son temps. Il y avait 5 gros contributeurs de l'Union africaine. Donc les autres qui ont une part de contribution, avec un quota de contribution, certains ne contribuent pas. L'organisation se retrouve à ne pas bien fonctionner. Peut-être qu'il faut inventer un mécanisme de financement à l'image de celui de la CEDEAO, où c'est le prélèvement communautaire, ce n'est pas les États qui cotisent. On prélève sur les importations et les exportations. Il faut peut-être trouver un mécanisme de financement qui permet à l'Union africaine d'avoir les moyens suffisants et de ne pas dépendre des gens. Si vous dépendez des gens, tôt ou tard, ils vont vous dicter leur volonté. Et c'est ça qui crée le rapport de force défavorable dans nos discussions avec nos partenaires. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure ? Oui, je pense que le plus grand défi de l'Union africaine aujourd'hui, ça va être effectivement la souveraineté. D'abord, c'est le vent de la souveraineté balaye le continent du nord au sud, de l'est à l'ouest, et c'est c'est vraiment le point sur lequel les Africains sont vent debout en ce moment. Donc le financement en fait partie, mais aussi le règlement des crises. Les Occidentaux disent toujours les solutions africaines aux Africains, l'Afrique aux Africains, etc. Mais chaque fois qu'il y a une crise, on le voit bien, soit ils sont en coulisses pour essayer de peser, soit ils s'ingèrent dans les négociations. On le voit bien par exemple avec la Libye, et on l'avait vu d'ailleurs en 2011 très très bien avec Jean Ping, qui n'avait pas eu sa voix dans la guerre en Libye. C'est pareil, ça continue à être la même chose aujourd'hui. Donc là, il faut que l'Union africaine redore son blason, il faut qu'elle impose sa souveraineté, qu'elle s'impose vis-à-vis de la communauté internationale. Et je pense que là, avec l'arrivée de Trump, elle a quand même les planètes qui sont un peu alignées, parce que je pense que la politique américaine en Afrique ne va pas beaucoup changer, mais en même temps, Trump, pour l'instant, a d'autres chats à fouetter que l'Afrique. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, avec l'arrêt, parce que je pense qu'il faut en parler, c'est quand même un grand dossier, avec la fermeture de l'USAID et l'arrêt des financements américains, l'Union africaine, l'Afrique va se trouver confrontée, dans un premier temps, à une situation très difficile. Il va y avoir des morts, parce qu'il y a déjà des programmes qui s'arrêtent en Éthiopie, un peu partout. Donc ça va être le dossier, le premier dossier que le nouveau président et le nouveau président de la Commission africaine vont trouver sur la table. Mais aussi, cet arrêt des financements, ça va peut-être donner une possibilité à l'Union africaine de prendre ces choses-là en charge. Et l'Afrique a de l'argent, elle peut très bien le faire. C'est une volonté politique. Parlant de crise, il y a eu, sous le mandat de Moussa Faki, pas mal de coups d'État sur le continent. Monsieur, comment jugez-vous sa gestion de ces différents putschs, notamment dans le Sahel? Le coup d'État reste un crime imprescriptible, remonté, relayé dans toutes les constitutions. Malgré tout cela, on a vu quand même certaines organisations sous-régionales telles que la CEDEAO essayer de trouver une solution politique à cela, mais n'y arrive pas. Elle a allié politique et économie. L'économie, si c'est une réussite, la politique n'en demeure pas moins que la sanction. Les sanctions, en tout cas, n'ont pas donné les fruits escomptés. L'Union africaine a une commission politique. Elle a aussi suivi le même travers, c'est-à-dire qu'une suspension des pays en belligérance ou en coup d'État pour revenir quand des élections vont être organisées. Mais tout de même, ça reste une situation assez alambriquée. En mettant un pays en isolement, le mettant à l'écart, aujourd'hui, dans l'évolution actuelle du monde, on voit que ces pays-là se targuent de cette mise en suspension, essaient de retourner en leur faveur la situation pour pouvoir reprendre langue avec d'autres. Parce que le monde est tel qu'il est cosmopolite aujourd'hui, avec des positionnements, c'est très très difficile. Il va falloir réinventer une autre stratégie pour contraindre à ce qu'il n'y ait pas de coup d'État, pour empêcher, anticiper peut-être les coups d'État et peut-être même gérer les coups d'État à la même dimension que les troisièmes mandats, parce que c'est aussi des dénis de démocratie. Oui, je crois que l'Union africaine a un principe de délégation. C'est-à-dire quand il y a une crise en Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO qui est en première ligne, l'Union africaine est un peu en back-office. Dans la gestion des coups d'État, il y a même eu, pour ceux qui suivent attentivement la question, une différence d'appréciation entre l'Union africaine et la CEDEAO. Quand la CEDEAO voulait faire son intervention au Niger,
la commission politique, le Conseil de sécurité de l'Union africaine s'était réuni, mais n'avait pas endossé le principe de l'intervention au Niger. Et la CEDEAO donc s'est retrouvée dans cette situation ambiguë. Le Conseil s'était réuni, il n'a pas dit non et il n'a pas dit oui. Donc quand on ne dit pas non ou oui en diplomatie, c'est qu'on se non. L'Union africaine n'avait pas endossé ce principe-là. Je crois que globalement, le mécanisme général, la disposition générale de l'Union africaine, c'est que toute prise de pouvoir par un mécanisme non constitutionnel appelle une sanction. Mais la difficulté commence dans le mécanisme non constitutionnel. Parce que ce qui s'est passé au Tchad, est-ce que c'est un coup d'État ou ce n'est pas un coup d'État? Et dans la succession de Déby, père et fils. Ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le troisième mandat, dans la modification de la Constitution, ce n'est pas des coups d'État militaires, mais ça y ressemble. C'est parce qu'on change la Constitution, on remet le compteur à zéro, on reprend. Donc, sur ce plan-là, l'Union africaine a fait, à mon avis, une certaine tiédeur en fonction, avec appréciation à géométrie variable, selon les pays, selon le poids, etc. Et ça, c'est une difficulté. Il faut donc qu'elle repense sa doctrine en matière de coup d'État, à mon avis. Et c'est que Tchembel a dit sur la question du troisième mandat aussi. Il faut qu'elle prenne poste. Parce qu'un des problèmes, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine, c'est facile de sanctionner les coups d'État. Mais souvent, en Afrique, les coups d'État, on les voit venir. C'est des violations de constitution, des élections mal organisées, des troisième mandats qui amènent à des coups d'État. Mais on ne fait rien pendant la période où on voit le coup d'État venir. On attend que le coup d'État se produise pour sanctionner les gens. Donc sur le plan de la prévention, de la position précoce pour empêcher le coup d'État, l'Union africaine a des insuffisances. Et je pense que maintenant, avec la nouvelle commission, en tirant les leçons de ce qui vient de se passer au Sahel, c'est que les sanctions ne servent à rien. Il faut trouver peut-être un autre mécanisme pour accompagner les États, pour rapidement aller à la démocratie, ou en tout cas, c'est que l'approche actuelle ne semble pas efficace. Leslie? Bon, moi je pense aussi, je me souviens du coup d'État de 2015 au Burkina Faso, 2015-2016, hein, où l'Union africaine avait été très ferme, avait traité les putschistes de terroristes. Il y avait eu un communiqué vraiment très fort. Je pense que ça dépend aussi du poids du président de l'Union africaine et du président de la Commission. Et ça dépend de leur personnalité, du poids qu'ils ont, etc. Et si leur parole va être forte ou non, quoi. Là, on a manqué un petit peu de leadership ces dernières années. On va parler de la ZLECAf, l'éternel chantier de la ZLECAf. C'est aussi, je vois Sidi Kansouri. Je pense que Moussa Faki n'a pas été au bout de cette initiative. Non, la ZLECAf, vous savez, un des problèmes de l'Union africaine, moi j'ai travaillé pour la PANA pendant longtemps et j'allais au sommet. Et un des problèmes de l'Union africaine, c'est aussi la mise en œuvre des décisions qu'elle prend. Je crois que une ONG avait fait un moment un bilan des décisions que l'Union africaine, ses propres décisions, la mise en œuvre des décisions. Et le taux de réalisation était moins de 40%. Des décisions prises et leur application posait problème. Maintenant, dans le cas de la ZLECAf, je pense qu'on peut même penser qu'il y a eu une avancée, hein, parce que les pays qui ont ratifié sont plus nombreux et ça a permis justement que la ZLECAf commence à se mettre en œuvre. Le secrétariat est installé à Accra et il travaille avec le président Issoufou du Niger, qui est le champion de la ZLECAf, qui est le porte-parole de la ZLECAf. Et je pense qu'à Addis Abeba, lors de ce 38e sommet, qui est prévu le 15 et 16, il y aura un bilan de la ZLECAf. À mon avis, ça avance, mais ça n'avance pas au rythme où il aurait fallu aller. Et il faut aller très vite parce qu'on l'a vu aujourd'hui, si on veut que l'Afrique pèse dans les échanges économiques, il faut qu'elle puisse être mieux intégrée économiquement. Et il y a beaucoup d'aberrations quand vous regardez. Il n'y a pas de raison que le Gabon importe la viande d'Afrique du Sud alors que le Tchad est un pays d'Afrique centrale, un pays d'élevage qui est à côté. Il y a même d'autres aberrations. Il y a des pays africains qui importent le pétrole du Venezuela ou de l'Iran, etc. Alors que sur le continent, il y a des producteurs du pétrole. Il y a beaucoup d'aberrations comme ça que la ZLECAf est censée faire corriger, à mon avis. Si elle y arrive, ce serait une bonne chose pour
le continent, pour l'économie du continent. Mais le rythme, souvent, c'est le rythme de l'Union africaine. Ça ne va pas vite, tortue. Tchambel. Non, cette zone de libre-échange, quand même, va se poser sur les principes régionaux, la CEDEAO à l'ouest, la CEMAC au centre et ainsi qu'à l'est, et relier. Je crois que c'était la meilleure stratégie pour pouvoir prendre en compte les difficultés et pouvoir les résorber. Mais ça reste une initiative qui des évolutions diverses selon la zone ou selon la région, mais il faut une dimension globale, une vision globale, et puis essayer de les corriger au plus près, en impliquant en tout cas peut-être les populations. La libre circulation, si elle est une réalité à l'ouest, elle l'est peut-être moins au centre et ailleurs, et économiquement aussi, ça demande plus de chance pour l'Afrique aussi. Hein. C'est dommage que ça n'aille pas assez vite à ce point, Leslie. Bon, écoutez, la ZLECAf, c'est un traité de libre-échange avec ses points forts et ses points faibles. Il y a aussi beaucoup de points faibles et il y a aussi tous les problèmes de droit de douane où vraiment là, on va avoir des inégalités entre pays. Les petits pays risquent de souffrir vraiment. Donc, moi, je me suis pas penchée à fond sur le dossier, mais je suis assez mesurée sur cette affaire-là. Avant de passer à la seconde étape, de parler de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, j'aimerais que vous me donniez en un mot le bilan de Moussa Faki. À mi-teinte. Mi-teinte. Il a fait ce qu'il a pu pour moi. Leslie. Oui, je pense qu'il avait fait une lettre d'ailleurs en septembre, ouais. Une lettre très forte, au vitriol, et il avait un peu dénoncé, enfin, et il s'en était pris au chef d'État qui l'avait empêché d'agir. Je pense que c'était aussi une façon, lui-même sait, et c'était aussi une façon de justifier son non-bilan, lui-même sait. Très bien. Qui succédera alors à Moussa Faki? On a demandé à nos chroniqueurs qui ont l'habitude d'occuper ce plateau leurs avis sur le sujet, de nous donner leur candidat préféré. On va les écouter et on revient sur le plateau pour en parler. Donc pour l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, je pense que M. Raila Odinga présente le meilleur profil pour l'Afrique au moment où nous sommes. Parce qu'en fait, de son expérience en tant qu'opposant, il a connu les affres de la prison kenyane pendant 8 ans sans procès. Et aussi, il a été candidat à plusieurs fois au poste de président de la République, mais malheureusement, il n'a jamais été élu à cette fonction. Ma conviction personnelle, c'est que parmi ces élections, il y a au moins l'une d'elles qu'il a remportée, c'est celle de 2007, où il y a eu par la suite une violence terrible au Kenya, où on était à la limite de la guerre civile. Mais en fait, cette expérience qu'il a vécue au Kenya, il peut, à partir de cela, porter un discours aux acteurs politiques africains, parce que ce soit aujourd'hui en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, on voit qu'il y a des tensions, des conflits, et Raila Odinga, de par son vécu en tant qu'opposant, qui a mis de côté ses rancœurs pour travailler avec le parti qui était au pouvoir à l'époque, au point de devenir son premier ministre, qui par la suite a eu une alliance avec le président sortant. Donc, c'est une expérience dont le continent africain peut en bénéficier. Et aussi son aura, parce que c'est ce qui compte aujourd'hui dans les institutions internationales. Il a une prestance, il a un charisme qui fait que l'Union africaine peut tirer profit de cela. Et donc, j'estime que, au-delà du fait qu'il soit anglophone, parce qu'en tant que francophone, les gens auraient pu dire, voilà, François Mendy aurait un penchant pour les autres candidats francophones. Mais ma conviction personnelle, c'est que le contexte actuel, Raila Odinga a le meilleur profil pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Concernant l'élection du prochain président de la Commission de l'Union africaine, je pense que parmi les 3 candidats, 2 candidats font figure de favoris. Il s'agit notamment du Kenyan Raila Odinga, ancien Premier ministre, et du Djiboutien Mohamed Ali Youssouf. Les deux ont leurs forces et leurs faiblesses. Déjà, Mohamed Ali Youssouf, donc les Djiboutiens, rappelons déjà qu'il est ministre des Affaires étrangères de ce pays depuis plus de 20 ans. Donc, il connaît déjà les arcanes de l'Union africaine en tant que ministre des Affaires étrangères. Mais aussi, l'un de ses atouts, c'est qu'il est polyglotte, c'est-à-dire qu'il parle à la fois anglais, français et arabe. On l'a vu lors des différents débats qui ont été organisés dans le cadre de ces élections.
Et il a les profils type aussi de président de commission africaine qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire des technocrates, un rôle d'exécutant, donc ce qui est aussi bien un rôle de ministre. Donc ce sont ses forces, mais par contre ses faiblesses aussi, c'est qu'il n'a pas l'impression qu'il a un réseau très étendu. Bon, Djibouti, c'est vrai, c'est un pays pivot, mais ça reste un petit pays, hein, comparé, on va y revenir au Kenya par exemple, et justement ce qui fait la transition avec le Kenya, Raila Odinga, donc on le rappelle, hein, ancien premier ministre de ce pays, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle, et à chaque fois il termine deuxième. Donc ce qui fait de lui un poids lourd du Kenya et même au-delà. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'un des rares opposants en Afrique qui tutoie un peu le président, quoi. C'est-à-dire de par sa longévité dans le milieu politique, de par son réseau, parce qu'il connaît personnellement beaucoup de présidents, notamment dans la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire tous les pays comme l'Ouganda, des pays comme la Tanzanie, le Rwanda, etc. Donc il a un réseau très très élargi donc de personnel, et aussi soutenu par un pays qui est en tout cas influent, donc autant en Afrique de l'Est qu'en Afrique australe que le Kenya. Et je crois que compte tenu de tous ces réseaux, il fait quand même figure, de mon point de vue, de candidat favori. Mais par contre, le bémol, c'est que justement, j'ai pas l'impression que au sein de l'Union africaine et surtout parmi les chefs d'État et de gouvernement, des profils comme ça font un peu peur. Donc finalement, on a l'impression que Raila Odinga, il a les inconvénients de ses avantages, c'est-à-dire que ces réseaux élargis et le fait de tutoyer directement le président font qu'on peut finalement avoir peur de lui, parce que jusqu'ici, la commission de l'Union africaine fonctionne un peu comme un secrétariat, donc un rôle d'exécution. Et d'ailleurs, on l'a vu lors de la présidence d'Alpha Oumar Konaré, donc quand il a quitté la présidence malienne et qu'il est devenu président de la commission de l'Union africaine, ça se voyait que finalement, c'était pas forcément un profil qui plaisait beaucoup aux chefs d'État. Et donc, paradoxalement, ce côté aussi peut faire en sorte que peut-être certains chefs d'État pouvaient être réticents à les choisir. Mais n'empêche qu'ils restent quand même les grands favoris, de mon point de vue, de cette élection. Merci à François Mendy et à Brahima Sidibé. Mais si vous avez vu, on a un nom qui sort beaucoup, Raila Odinga. C'est le favori de cette élection, selon vous? Bon, je pense que le Kenya met tout son poids dans la balance. Je pense que le président kényan a envie de se débarrasser de cet opposant. Et donc, il lui trouve un poste. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur candidat, parce que déjà, en fonction de son âge, plus Raila Odinga a une petite réputation d'homme d'affaires, donc ce n'est pas forcément bien vu par les chefs d'État. Le président de la Commission africaine, c'est visiter 55 pays dans le mois presque, donc c'est énormément de voyages, c'est épuisant hein, quand même, il faut reconnaître ça aussi. Je ne suis pas sûre que ce soit... 79 ans, hein. 79 ans. Donc... voilà, et surtout, et aussi il y a le problème de la langue. Il parle anglais et swahili seulement, alors que l'autre parlait 3 langues du continent africain. Ali Youssouf. Donc, bon, après, politiquement, je ne connais pas leur prise de position politique. J'ai lu ce qu'ils voulaient faire pour l'Union africaine, mais c'est ce que tout le monde dit. Maintenant, politiquement, dans quel camp sont-ils? Ça, je ne sais pas. Non, moi, je distingue 2 choses. Ouais. Il y a le pronostic que je peux faire et il y a l'adéquation entre le profil et l'emploi du poste. Le profil, le pronostic, je pense que Raila Odinga va être élu. J'espère me tromper. Mais je pense qu'il va être élu en raison des considérations politiques. Parce qu'à l'Union africaine, c'est cette dimension aussi qui joue. Le Kenya va réussir sans doute à avoir toutes les voix d'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est va faire alliance avec la SADC, etc. Ça va se jouer comme ça. Donc il est possible que Raila Odinga soit élu. Mais si moi je devais apprécier, si j'étais le recruteur, j'aurais recruté le Djiboutien. Pour un certain nombre de raisons, à la fois pour
parce qu'il est polyglotte, mais aussi parce que c'est un poste épuisant. Hein. 79 ans, l'âge du capitaine, si on regarde, je sais pas, 79 ans, je ne suis pas sûr que on est... Enfin, c'est possible. Mais à 79 ans, ce poste-là est un peu un poste épuisant, où il faut être disponible tout le temps pour gérer des crises. De ce point de vue, Raila Odinga n'est peut-être pas le meilleur candidat. Mais le Djiboutien, non seulement il connaît les arcanes, il a fait 20 ans de diplomatie à la tête de son pays, après avoir été ambassadeur plusieurs fois. Il est francophone, il connaît, il est arabophone à la fois, il connaît. Donc il a beaucoup d'atouts. Mais ça ne va pas être suffisant pour l'emporter. Ce sont les chefs d'État qui désignent. C'est les chefs d'État qui décident à la fin. Il y a une vraie pression dans un huis clos absolu où, voilà. Mise par les Kenyans. On voit même le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Raila Odinga, à côté du président Ruto, à chaque visite de ses pairs. Tout à fait. C'est quasiment de la pression. Non, quand on rappelle le principe de base, c'est que c'est un vote à bulletin secret où il faut gagner, il faut remporter les 2/3 des 55 États. Sidique le rappelait fort heureusement, les alliances qui se font, qui se défont. Et puis le profil des candidats, un ancien Premier ministre, 2 anciens ministres des Affaires étrangères. Donc le profil aurait voulu que ce soit vraiment un ministre des Affaires étrangères de continuer cela, mais la considération politique et la dimension des négociations et le profil du candidat vont faire que la politique va s'emmêler à un moment ou à un autre. Et finalement, ça va être un choix qui va se dicter peut-être par ces rapports de force-là, mais malheureusement, ça se fait au détriment de l'organisation. Et aussi, il y a ce rappel du couple, parce que la présidence de la commission va passer de la Mauritanie à l'Angola. Peut-être que ça va favoriser un couple de zones pour pouvoir aller dans ce sens, mais ce n'est pas interdit aussi que ce soit un couple aussi diversifié, Djibouti, Angola, pourquoi pas. Donc, mais ça va être difficile en tout cas d'arriver à cela. C'est votre candidat aussi, le Djibouti? Vous avez un coup de cœur? Le Djibouti a un très bon profil par rapport à sa maîtrise de la diplomatie, à son profil, à son jeune âge, à son engagement, à ce qu'il propose surtout, parce que l'économie est la clé de voûte. Et l'autre est dans la... Raila Odinga est dans la politique, une place au Conseil de sécurité qui est un sujet assez lourd, qui est un passif longtemps, qui a été discuté et rediscuté. Je ne vois pas de proposition concrète par rapport à l'économie, alors que c'est ça, c'est ce que propose le Djiboutien, son âge, et puis bon, même le troisième larron, dont on ne cite pas ici. Mais Boutel a fait une interview chez nos confrères de RFI, il a dit « Je ne suis pas un candidat de salon », mais personne n'en a parlé sur ce plateau. Oui, non, c'est évident, on a donné les 2 principaux candidats, mais il faut aussi rappeler le mode de scrutin. Comme Tchambel l'a rappelé, c'est un vote à bulletin secret et on élimine, ça se fait par élimination. Il est arrivé qu'on passe 4e tour de scrutin, 5e, il est même arrivé dans l'histoire de l'Union africaine qu'on ne puisse pas élire un candidat et que l'intérim se passe, c'est arrivé. C'est le risque qu'on a aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, de toute façon, quand il y aura... je pense qu'on a oublié sans doute de le mentionner. C'est la première fois qu'on donne à une zone géographique la présidence. Avant, toutes les zones avaient le droit de présenter un candidat. Cette fois, avec la réforme Kagame, on a donné la présidence à l'Afrique de l'Est. Maintenant, c'est à l'Afrique de l'Est, c'est entre les gens de l'Afrique de l'Est que la présidence va se dessiner. Donc, au moins, ça, c'est acquis pour eux. Donc, alors que par le passé, chaque région avait comment s'appelle, a été élu Faki. Il y avait des candidats du Sénégal, il y avait des candidats d'autres pays. Et par élimination, Faki a été élu. Donc, cette fois-ci aussi, les 3 candidats vont prendre le départ. Et puis après, on va élaguer, voir s'il reste 2 candidats à faire. Celui qui aura atteint le quota, le quorum, va être élu. Il n'est pas exclu aussi que le vote soit serein. Hein. C'est possible. C'est l'un des scénarios vraiment très envisagés. Mahmoud Ali Youssouf, a 58 ans, par son caractère polyglotte, il se dit prêt à favoriser l'unité au-delà des clivages linguistiques et culturels en Afrique. Vous avez parlé d'unité, d'absence d'unité sur le continent. Si vous étiez des chefs d'État, franchement, c'est le meilleur profil selon vous pour pouvoir réaliser cette mission là, dans un continent un peu éparpillé? Pour moi, je pense que ce serait le meilleur profil. Parce que d'abord, il y a en Afrique de l'Est il y a énormément de conflits à régler en ce moment.
Le fait que Ali Youssouf soit arabophone, ça va aider, ça va compter. Surtout au Soudan quand même. Personne en France, pas beaucoup de gens parlent de cette guerre au Soudan, mais là on est parti dans des combats très durs. Encore ce week-end au Darfour, il y avait des combats très durs. Donc là vraiment, si l'Union africaine pouvait peser de tout son poids, ce serait pas mal. Donc oui, je pense qu'Ali Youssouf serait pour moi un meilleur candidat que Raila Odinga. En plus, il y a le conflit en RDC. Le Kenya a quand même pris plus ou moins parti. Donc ça va être difficile. La RDC ne votera pas pour le Kenya. Hein. On sait déjà où ira la voix du Congo. Donc voilà, je pense que... Siddiq, franchement, il a mis en avant dans une interview chez nos confrères de la Deutsche Welle, il dit « Notre Conseil de paix et de sécurité n'est pas proactif, il réagit aux crises lorsqu'elles se produisent, il faut que cela change ». Quel est le rôle de ce Conseil de paix et de sécurité? Et surtout, est-ce qu'il y a la possibilité que le nouveau président de la Commission puisse prendre ce dossier à bras le corps et la réformer concrètement en l'absence de volonté politique? Oui, il faut... Vous savez, avant, il y avait un commissaire paix et sécurité. Ouais. Ensuite, maintenant, on a créé un Conseil de paix et de sécurité qui se réunit au niveau des ambassadeurs. Ensuite, s'il n'y arrive pas, au niveau des ministres et au niveau des chefs d'État des pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a 15 pays qui sont élus au niveau de ce Conseil qui délibère. Et il est évident qu'aujourd'hui, quand on regarde les crises, on l'a dit sur ce plateau, si l'Afrique est absente de leadership de la résolution des crises, c'est parce que ce Conseil de paix et de sécurité ne marche pas bien. Il faut regarder l'efficacité, à mon avis, il faut une refonte pour que le Conseil soit beaucoup plus efficace dans l'auto-saisine, qu'il puisse se saisir lui-même des crises. Et quand il se saisit des crises, qu'il puisse vraiment prendre des décisions qui sont des décisions à mettre en œuvre. Simplement, là, j'ai parlé tout à l'heure de la crise du Niger. Le Conseil s'est réuni et n'a même pas été capable de dégager une position concrète par rapport au projet d'intervention, dire c'est possible ou c'est pas possible. Donc ce Conseil-là, aujourd'hui, en tout cas, après tant d'années de fonctionnement, a montré ses limites. Il faut changer de paradigme, il faut avoir un Conseil plus efficace pour que l'Afrique soit présente dans la gestion des crises. Quand on prend la crise même libyenne, qui est à la fois la crise libyenne, mais dont les impacts dépassent la Libye pour arriver au Sahel, parce que la Libye quand même a été un facteur aggravant de la crise au Sahel. Quand on prend la crise libyenne, vous savez qu'il y a... Est-ce que vous savez... Si vous demandez dans la rue, je pense que les gens vous répondront non. L'Union africaine a mandaté le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour gérer cette crise. Est-ce que les gens savent ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose? À mon avis, c'est les Nations Unies qui font et les pays qui sont à côté. Donc il faut quand même que le Conseil de paix et de sécurité soit plus efficace, soit repensé, qu'on puisse nommer des gens qui peuvent vraiment le gérer avec... on a pensé de façon un peu naïve que le fait qu'on nomme un Nigérian, mais là aussi, il y a quelque chose qui a changé parce que quand l'Union africaine, de la création de l'Union africaine jusqu'à 2017, c'était l'Algérie qui avait trusté. Chaque commissaire, c'est Chergui, c'est Lamamra, etc., étaient des Algériens. Après, il y a eu cette réforme où quelqu'un d'autre pouvait arriver. Et le premier non-algérien de l'Union africaine, en tant que commissaire paix et sécurité, c'est le diplomate nigérian. Maintenant, il faut changer. Il faut vraiment, honnêtement, pour dire les choses, il faut que ça change. Si c'est ce Conseil de paix et de sécurité, ce n'est pas le nom qui nous importe. Ça peut s'appeler autre chose. Mais il faut que ce soit vraiment un organe délibérant avec des décisions fortes sur les crises en Afrique. Je pense que la première chose qu'il faudrait faire, c'est débureaucratiser, parce que là, on est arrivé à une forme de bureaucratie à l'Union africaine qui, sur le mode de la bureaucratie européenne et qui empêche toute prise de décision, parce que finalement, ce que dit Sedi Kaba, c'est que quand le Conseil de paix et de sécurité était dirigé par l'Algérien, on en entendait parler, il y avait des décisions qui étaient prises et ça se passait beaucoup mieux. Donc, est-ce que la réforme a amené plus de bureaucratisation encore? Je crois que oui. Ça tombe bien parce qu'on va terminer maintenant sur les défis qui attendent la prochaine commission. Comment l'Afrique doit se positionner aujourd'hui face à Donald Trump? Quel sera le rôle du président de la commission dans ce nouveau monde-là?
de Trump? L'Afrique doit peser par d'abord essayer de s'unir davantage dans cette unité-là. Elle doit peser par rapport au reste du monde par son originalité, parce que quand même, il y a je le rappelais tantôt, il y a plus d'1,5 milliard qui vivent sur ce continent, mais ce continent doit savoir dire, se donner son point de vue, ne pas faire une obsession l'entrée et l'accession à l'ONU. Ça ne doit pas être une obsession, c'est une place qui lui doit être réservée, c'est un combat noble à mener, mais pas que. Elle doit d'abord chercher à résoudre, à financer sa politique par ses propres moyens, à trouver des mécanismes de financement qui ne sont pas des contributions des États par quota. Ensuite, à se ressouder et parler de la même voix, qui est être moins dépendante de la Chine, de l'Union européenne pour les financements et d'autres puissances. Et je crois que dans un monde à la Trump ou à la vision Trump, elle ferait mieux d'être encore unie, solidaire et parler de la même voix pour pouvoir peser sur le concert des nations. Non, je pense que, vous savez, Trump est un adversaire du multilatéralisme. Lui, ce qui l'intéresse, America First, il l'a dit. Et je crois que même le fait d'amputer toute l'aide publique au développement, le fait même de démanteler l'USAID. L'USAID a fait beaucoup de choses sur le continent africain, en termes de financement des sociétés civiles, en termes de financement de la démocratie avec NDI et les autres, etc. En termes même de financement de la presse indépendante. J'ai vu l'expérience du Niger. L'USAID a aidé à faire des séminaires sur la déontologie, sur les pratiques journalistiques, etc. Donc le fait aujourd'hui que tout ça disparaisse doit nous alerter, doit nous amener aussi à prendre. Je crois qu'il y a cette affaire et puis il y a aussi ce que nous avons vécu par rapport à l'Ukraine. Vous avez l'aide massive que l'Occident a donnée à l'Ukraine, alors que peut-être qu'au Sahel, on a demandé le millième de cette aide qu'on n'a pas reçue. Tout ça doit nous alerter, à mon avis, à prendre conscience qu'il n'y a pas de meilleur serviteur que soi-même. Il faut que nous puissions, Leslie l'avait rappelé tout à l'heure, nous avons beaucoup de ressources en Afrique, ce n'est pas l'argent qui manque. Donc il faut pouvoir bien gérer l'argent de l'Afrique, il faut pouvoir bien le mobiliser, profiter de cette opportunité, transformer cette arrivée de Trump en une opportunité pour que nous nous prenions en charge, pour que nous nous organisions mieux. Et je pense que l'approche de l'AES doit être regardée avec beaucoup d'attention parce que, à mon avis, la souveraineté aussi va avec le devoir de responsabilité, à commencer à compter par soi-même avant de compter sur les autres. Il y a eu l'obtention du siège au G20, il y a aussi l'éternelle attente de la participation au Conseil de sécurité, Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Est-ce que cette commission-là pourra aujourd'hui réaliser ce rêve des Africains? C'est quand même assez difficile, parce que qui on met dans ce Conseil de sécurité? Je me pose toujours la question. Est-ce que c'est le rêve des Africains? Je veux dire, d'abord, je ne sais pas si c'est le rêve des Africains. Ensuite, je veux dire, c'est pas le moment, c'est pas l'urgence. C'est pas la priorité pour vous? C'est encore un soi-disant cadeau que les Occidentaux vont donner à l'Afrique en acceptant que l'Afrique arrive au Conseil de sécurité. Mais il me semble que le ticket d'entrée est très cher parce qu'il va falloir payer une partie du fonctionnement des Nations Unies. Donc est-ce que les Africains sont prêts? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux payer l'Union africaine? Ensuite, comment se répartir, s'il y a 2 postes, comment se répartir les postes? Et ensuite, comment vous faites pour voter une résolution au Conseil de sécurité quand vous êtes 55 et que vous n'êtes pas aligné sur la même politique? C'est très compliqué. Donc je ne sais pas du tout comment, pour l'instant, comment on peut se sortir de ça. C'est des mots, c'est pour mettre l'Afrique dans sa poche, etc. Mais pour l'instant, on n'y est pas, c'est très compliqué. Je ne pense pas que ça soit une vraie demande des Africains. Après, encore une fois, sur l'USAID et sur la politique de Trump, je pense que là, il y a une vraie opportunité pour justement aller demander l'arrêt des ingérences extérieures sur le territoire africain. Et la fin de l'USAID, ça a beaucoup de mauvais côtés, ça en a aussi de très bons. Parce que, comme Sidi Kaba le rappelait, l'USAID rémunérait aussi des sociétés civiles et des et de la presse qui n'étaient du coup pas indépendantes.
puisqu'elle était payée par un pays étranger. Donc la presse indépendante qui ne l'était pas et qui donnait le ton sur des choses qui n'intéressent pas les Africains, le genre et tous les plaidoyers américains, woke, etc. C'est pas l'intérêt pour l'instant des Africains. Donc je pense qu'il va y avoir de mauvaises choses et puis il va y avoir aussi de très bonnes choses. Merci beaucoup Leslie, merci Sidique, merci Chambel. Et puis bon, on se dit rendez-vous ce week-end. On peut avoir des surprises. Hein. Oui, bien sûr. Le malgache peut prendre le dessus, ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Ah bah là, ça serait une vraie surprise quand même. Hein. Merci beaucoup. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Portez-vous bien. Bonne soirée, à demain.